Monsieur Luc Michel, vous êtes géopoliticien. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Michel, il y a eu en fait la mise en place de cette coalition appelée internationale anti-Daesh, anti-État islamique, le groupe qui opère actuellement au territoire syrien et irakien. Il y a eu en fait dans le cadre de cette coalition des frappes qui ont été menées contre les positions de ce groupe en Irak et également en Syrie. S'agissant de la Syrie, ce qu'on peut dire à présent, c'est que ces frappes ont été suivies en fait de peu d'effets. En fait, la preuve en est surtout ce qui se passe actuellement dans cette ville de Kobani, à population kurde. Monsieur Michel, vous suivez de près ces évolutions relatives à cette coalition, relative à la Syrie, à l'Irak. Pourriez-vous nous livrer votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît? Mais je pense d'une part qu'on est dans un grand théâtre médiatique. La guerre contre le terrorisme, en fait, n'est qu'un prétexte à développer des agressions impérialistes. Et surtout, on voit les conséquences, mais on oublie l'origine. Les conséquences, c'est l'État islamique ou Daesh, comme on l'appelle, mais l'origine, c'est la politique américaine et occidentale. La cible actuelle de la soi-disant coalition contre le terrorisme, il est clair et net que, à part les Turcs qui ont un agenda régional particulier, le but des Turcs, c'est en fait d'empêcher l'émergence d'un État kurde, c'est clair et net. C'est une des raisons pour lesquelles ils restent l'arme au pied face à ce qui se passe à leurs frontières. Ça les arrange que la région devenue quasi autonome kurde syrienne soit quasiment dans une défaite complète. Ça les arrange que la région kurde autonome irakienne, évidemment, subisse ces contre-coups. La cible véritable de la coalition, c'est clair, c'est le gouvernement légitime syrien de Bachar el-Assad. Jusque maintenant, les bombardements qui ont eu lieu, ce sont des bombardements qui ont visé les infrastructures militaires et pétrolières de la Syrie dans le nord. La coalition qui est en train de se former et qui forme des troupes au sol, elle est en fait en train de reconstituer une armée syrienne libre, entre guillemets, à composante djihadiste ou tafkiri pour utiliser le vocabulaire iranien, et qui en fait était mal en point. Avec qui prépare-t-on des troupes au sol? On les prépare avec les anciennes composantes djihadistes de l'ASL qui ne se sont pas alignées sur Daesh. On a par exemple le fameux front islamiste qui était intégré à l'ASL et qui fournit le plus gros des troupes actuellement. Qu'est-ce que c'est ce front islamiste? C'est une partie des troupes d'Al-Nusra. Donc on est dans une grande comédie avec une agression qui se prépare contre Bachar el-Assad. Ça c'est ce qui se cache derrière le théâtre médiatique. Maintenant, derrière tout ça, il y a, moi je ne dis pas 3 ans, mais je dis maintenant 35 ans de politique américaine. Ça a commencé, écoutez, lors de la guerre d'Afghanistan contre les Soviétiques, puisque c'est à ce moment-là que les Américains, avec l'aide de leurs alliés pakistanais, des services secrets pakistanais et saoudiens, ont commencé à prendre en main une organisation djihadiste, c'était déjà Ben Laden à l'époque, mais qui serait restée extrêmement minoritaire sans leur aide. Ça a continué pendant les années 90 dans l'ex-Yougoslavie. Il y a eu la rupture qui a duré quelques années après l'invasion de l'Afghanistan par les États-Unis et l'OTAN, et à partir du moment où on a réactivé le soi-disant printemps arabe, on a revu les Américains renouer avec les djihadistes. L'exemple typique, c'est en Libye. Le chef des Katiba djihadistes, c'était Abdelhakim Belach, c'est un ancien de Guantanamo. Les généraux français de l'OTAN en ont fait le gouverneur militaire de Tripoli. Et puis, c'est lui qui a, les 6 premiers mois, organisé l'ASL en Syrie. Les filières d'armement de djihadistes passaient par la Libye. L'autre grand responsable de ça, c'est le principal allié des Américains au Moyen-Orient à part Israël. C'est évidemment Erdogan, c'est la Turquie d'Erdogan, qui a laissé se développer les filières, qui a organisé sur toute la frontière turco-syrienne
des hôpitaux, des bases de formation, et qui a surtout permis l'arrivée des fameux djihadistes venus d'Europe. C'est un problème que je connais bien parce que j'ai conduit une mission parlementaire belge en juin 2013 à Damas, et nous sommes allés principalement parce qu'on commençait à parler des djihadistes belges, français, allemands. Nous avons vu la réalité, moi-même aussi, nous avons rencontré des djihadistes prisonniers dans les prisons syriennes, où ils étaient bien traités, je tiens à le souligner. Eh bien, tout cela était permis à l'époque parce que la Turquie servait de plaque tournante. La Turquie, ça veut dire les services secrets turcs d'Erdogan. Et parce que les ministres de l'Intérieur, notamment en Belgique et en Allemagne, et en France, fermaient les yeux. Voilà les responsabilités. On est arrivé à une catastrophe qui est une catastrophe évidemment militaire, qui est une catastrophe humaine, qui est une catastrophe politique. Le résultat de tout ça, c'est qu'on se sert de cette catastrophe pour attaquer de nouveau Bachar el-Assad, qui est le meilleur rempart contre le djihadisme. Qui a combattu, qui a vaincu les djihadistes? C'est uniquement Bachar el-Assad, avec ses alliés qui sont votre pays, l'Iran, et qui sont le Hezbollah libanais. Quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a une volonté, on appelle ça la géostratégie du chaos. Elle a été clairement définie par les géopoliticiens américains, des gens comme George Friedman par exemple, et le but du chaos, c'est de permettre à l'agression occidentale de se développer. Monsieur de Michel, vous venez en fait de le dire à propos de la Turquie, de Recep Tayyip Erdogan. Pour le moment, la Turquie refuse de participer effectivement à ce qu'on appelle la coalition antiterrorisme, anti-Daesh. La Turquie en fait pose ses propres conditions, notamment en ce qui concerne l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne, l'instauration d'une zone tampon. Sur ce point, il y a eu des accords entre Ankara et Washington. Recep Tayyip Erdogan s'en est pris, c'était hier, vivement à ces pays participants à la coalition anti-Daesh. Comment expliquez-vous ce désaccord qui existe actuellement, cette divergence qui existe actuellement entre Ankara et Washington sur ce point, d'autant plus que c'était aujourd'hui même que le président français François Hollande a en fait appelé la Turquie à ouvrir ses frontières pour permettre d'aider ses habitants de la ville de Kobané. Mais la Turquie, en fait, c'est à la fois le meilleur, donc, allié des États-Unis, c'est le pilier de l'OTAN au Moyen-Orient, mais en même temps, le régime d'Erdogan a son agenda personnel, a de très grandes ambitions, puisque son but, c'est de reconstituer une grande Turquie néo-ottomane, avec une influence géopolitique directe dans les Balkans, en Asie centrale, dans le Caucase et au Moyen-Orient. Et donc, Erdogan, c'est comme un joueur de poker, si vous voulez. C'est quelqu'un, pour le moment, qui est en train de faire monter la mise. Ce qui apparaît comme des désaccords entre Erdogan et l'OTAN ou les États-Unis, c'est en fait des désaccords qui sont internes à la politique américaine. En fait, il y a une tendance qui est conduite par le général Dempsey, qui est le véritable chef de l'armée américaine en Méditerranée et au Moyen-Orient. C'est lui qui a le commandement le plus élevé. Et Dempsey, lui, est partisan d'une plus grande intervention en Syrie, de la fameuse no-fly zone, d'une zone tampon. Il a déclaré, d'ailleurs, il y a quelques semaines, que le plan Erdogan était intéressant et que l'armée américaine devait le soutenir. Et à côté de ça, il y a dans l'entourage de Barack Obama des gens qui ne veulent pas s'engager plus avant dans une nouvelle guerre qui, cette fois-ci, impliquerait des troupes au sol. Et donc, les deux lignes s'opposent. Erdogan joue habilement sur les deux. Qu'est-ce que veut Erdogan, en fait? C'est briser le mouvement kurde. Et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, il attendra que les Kurdes soient brisés militairement avant de s'engager. Il faut comprendre ça. Daesh est en train de faire ce que Erdogan et l'armée turque rêvent de faire depuis 10 ans. C'est-à-dire détruire l'autonomie kurde, que ce soit en Irak et maintenant en Syrie. Donc, il attendra cette destruction. En fait, les djihadistes de Daesh, qui sont les anciens alliés d'Erdogan,
puisque c'est lui qui les a organisés, financés, qui leur a offert des bases arrières pendant les 2 premières années de la guerre civile en Syrie et de l'agression, et donc il va laisser faire. C'est exactement ce que lui souhaitait. Une fois que les Kurdes seront défaits militairement, non seulement Erdogan aura réussi un des buts qu'il s'est assigné dans la région, mais d'autre part, évidemment, il aura un prétexte pour intervenir. Intervenir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est violer la souveraineté territoriale de la Syrie. La Syrie, qu'on aime le gouvernement de Damas ou pas, c'est toujours le gouvernement de Bachar el-Assad qui représente la Syrie aux Nations Unies. Intervenir pour faire une zone tampon et déjà bombarder maintenant, c'est violer la souveraineté d'un État reconnu par l'ONU. Donc c'est la violation des lois internationales. À côté de ça, Erdogan veut une série de garanties et notamment dans ces garanties, il y a une protection antimissiles. Vous savez qu'actuellement, il y a déjà 100 missiles patriotes qui appartiennent à l'armée allemande qui sont déployés en Turquie avec du personnel militaire allemand. Et donc, il y a un véritable petit corps expéditionnaire de la Bundeswehr qui se trouve en Turquie avec des patriotes. Le but de ces patriotes, évidemment, ce n'est pas seulement d'offrir une petite garantie à la Turquie, mais c'est aussi de couvrir Israël. Vous savez que Erdogan officiellement est antisioniste, etc. Mais dans la pratique, l'État turc islamiste d'Erdogan a d'excellents rapports avec Israël, des rapports commerciaux notamment. Il y a tout un double jeu d'Erdogan qui, d'une part, condamne l'occupation de Gaza, mais d'autre part, aide à développer économiquement Israël. Et donc, les missiles patriotes qui sont là, ils protégeraient évidemment les avions israéliens s'ils allaient, par exemple, bombarder Damas ou bombarder les infrastructures iraniennes. Ce que veut Erdogan, c'est une augmentation de cette couverture. C'est également une augmentation des moyens militaires face à la Russie, puisqu'il a très bien compris que Moscou ne laisserait pas écraser Damas. Et donc, on a un joueur de poker qui visiblement est grisé par sa puissance politique. Vous savez qu'Erdogan a brisé tous ses adversaires depuis 4 ans. Il a brisé les kémalistes, il a brisé ses anciens alliés des réseaux Fethullah Gülen. Ce sont des réseaux musulmans qui l'ont aidé à prendre le pouvoir et contre lequel il s'est retourné. La plupart des généraux qui s'opposaient à lui sont en prison. Il a gagné les élections municipales, il a gagné les élections présidentielles. Il a un premier ministre qui fantoche, qui le contrôle totalement. Et donc, c'est un homme grisé par le pouvoir, grisé par le succès. Et vous savez que ce genre de dirigeants, ce sont des hommes dangereux. Ce sont des gens qui conduisent à la guerre. Il est dans un véritable jeu de poker, à la fois avec Damas, à la fois avec Téhéran, mais aussi, surtout, avec ses propres alliés, donc de Washington et de l'OTAN. Et donc, c'est un homme dangereux avec une politique dangereuse pour toute la région.